Bonjour à tous. Aujourd'hui, il est question du Hobbit, la désolation de Smaug pour ce premier vlog. Alors, j'en profite également pour lancer ma nouvelle chaîne YouTube, qui n'a pas de nom pour l'instant. Je le trouverai un nom plus tard. Donc, ceci est mon premier vlog sur le Hobbit et la désolation de Smaug. Ce sera une chaîne centrée cinéma, que j'aime beaucoup le cinéma. Raison de merde, je sais, mais bon. Euh, Voilà. Donc, pour commencer, le Hobbit, la désolation de Smaug. Qu'est-ce que j'en ai pensé? Déjà, avant de donner mon avis, les lignes directives. Donc, Euh, à la fin du premier volet, on avait vu, comment il s'appelle, la compagnie de Bilbon avec ses 13 nains qui avaient pété la gueule au sbire de pardon, au sbire de Azog et puis voilà quoi, il leur avait pété la gueule, ils avaient réussi à se barrer. Et le film nous laissait sur l'image de la grande montagne solitaire au loin et il disait nous allons y aller, c'est notre destin. Bref, Bilbon est en possession de l'anneau, tout allait bien. Alors, comparé au premier où il y a eu quand même eu pas mal de problèmes, je repense notamment, c'était un peu les ruptures de ton qu'il y avait. Le film savait pas trop, on savait pas trop si le film voulait être épique ou raconter l'histoire de Bilbon, raconter tout ça. On savait pas trop. Tantôt on avait des scènes épiques au possible, tantôt on avait des scènes complètement farfelues et burlesques. Donc, je pense notamment à la scène des trolls. Et donc, enfin, on savait pas trop qu'était l'objectif du Hobbit exactement. Là, pour le coup, il a fait son choix. Pour le coup, le Hobbit, il a fait complètement son choix. Et en fait, maintenant, il est repassé à Peter Jackson est repassé à un format complètement épique. Épique au possible. Hein. Là-dessus, épique quoi. Attends 2 secondes, je regardais ce que j'avais dit. Oui. Donc, un choix de narration parfaitement assumé. En fait, le film s'assume maintenant comme étant un préquel au Seigneur des Anneaux et non plus le Hobbit comme Peter Jackson avait décidé d'adapter au début. D'abord, c'est Guillermo del Toro qui voulait adapter le film, le livre au départ. Mais Jackson a dû reprendre la main parce que Guillermo a dû s'exiler sur son projet de Pacific Rim. Bref. Et donc en fait, Jackson a plus construit un préquel au Seigneur des Anneaux qu'un Hobbit véritablement, parce que je pense il savait que s'il ferait un film sur le Hobbit avec les tons abordés dans le roman, les fans du Seigneur des Anneaux risqueraient vite de se faire chier. Donc il a voulu créer une histoire épique avec des retournements de situation assez puissants, notamment avec Smaug le terrible, Smaug le désolateur, Smaug. La mise en scène. Très très bonne mise en scène, bon décor, bon scénario, bon fil conducteur. Peut-être un truc à dire, oui, au niveau de la coupe au montage, la coupe à la fin du film, en fait, on est coupé en plein milieu d'une scène d'action absolument énormissime, enfin, et boum, ça s'arrête là. Ah, il manque pas un truc? Non, 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 d'accord, ok. Non, en fait, ouais, on est effectivement coupé en plein milieu d'une grosse scène d'action. En fait, au moment où le générique arrive, tu fais quoi? Maintenant? Non. C'était assez dommage, mais sinon, globalement, au niveau du montage, de la mise en scène, très très bon boulot. Hein. Voilà, on s'y croyait quoi. Ils ont tenté quelque chose, oui. À un moment, j'ai remarqué la scène des tonneaux, qui est présente dans une des 3-4 bandes annonces. Euh, Ils ont fait des plans en GoPro fixés sur le torse ou la tête des nains. Et là où les nains en fait sont autour d'une bataille avec des orques et des elfes qui se courent sur les rives. Euh, et ils ont fait des plans en GoPro, oui, à éviter, je pense, pour le troisième volet. C'était pas super. Bon, c'est des plans subliminaux, on les voit à peine, mais moi je les ai remarqués. Alors si moi les remarque, tout le monde les remarque. Par les jeux d'acteurs, rien à dire du tout. Martin Freeman est excellent dans le rôle du Hobbit sorti de chez lui un peu bizarrement. Non, non, Bilbon, très très bonne interprétation du Hobbit. Richard Armitage dans le rôle de Thorin, pareil.
excellent, excellent dans son rôle, quoi. Comme dans le premier volet, il était très très bon. Pas trop balourd, le nain. Ian McKellen dans le rôle de Gandalf, parfait, nickel. Rien à dire, absolument rien à dire. Attendez, je regarde. Oui. Alors, d'un point de vue visuel, bah, franchement, il est vraiment excellent d'un point de vue visuel. En même temps, bon, il est excellent dans tous les points. Euh, D'un point de vue visuel, oui, il est très très bon. Euh, je pense notamment aux effets spéciaux, qui sont bien gérés pour la plupart, malgré le fait qu'il y ait un ou deux effets spéciaux assez dégueulasses. Je pense notamment à l'effet de l'or fluidifié, l'or en liquide, l'or fondu. Ouais, moyen. J'ai trouvé ça un peu moyen comme effet spéciaux. C'est pas digne de ce qu'est capable de réaliser Peter Jackson. Et d'ailleurs, il nous le prouve avec Smaug, absolument. Oh, le plan à la fin du premier, il a laissé suspecter un Smaug qui serait moche. Mais bah, il en a rien de tout ça. Je sais pas, c'est peut-être un plan fait à l'arrache. Je sais pas. Pourtant, j'ai bien aimé le premier, mais ce plan était assez bizarre. Mais là, pour le coup, non. Le Smaug est absolument parfait. Les pièces sont des très bonnes entités, bien gérées, tout ça. Les décors. Les décors sont très très bien gérés, décors grands, somptueux, autant en extérieur qu'en intérieur, notamment Erebor avec les grandes salles qui nous rappellent beaucoup la Moria, avec les grands halls, tout ça. Dans un décor très bien géré, pareil en extérieur, toutes les plaines, les montagnes surtout, parce qu'on a beaucoup de montagnes. La ville sur l'eau, le, le royaume des elfes des bois. T'en fous plein la vue là, Jackson. Ça, c'était une très très grosse qualité du Seigneur des Anneaux. Une des grosses qualités. Il y en a plein des grosses qualités. C'était ces décors. On avait plus de décors dans le Seigneur des Anneaux, quand même plus de variété. Encore qu'on en a beaucoup dans le Hobbit. Mais ils sont absolument géniaux. Géniaux, rien à dire. La 3D. Ah, là par contre, la 3D, c'est pas géniaux. C'est pas génial la 3D, non. Elle est assez mal gérée pour les plans, pour justement les décors qu'ils ont. La 3D, il est assez mal géré. En fait, les effets 3. Ce qu'on attend de la 3D n'est pas là. Il n'y a pas la profondeur de champ qu'on voudrait, par exemple, juste avec Smaug. On n'a pas la profondeur du feu quand il crache. L'autre fois, il nous crache à la gueule, Smaug. Ça, il adore, mais il n'y a pas la profondeur du feu. Enfin, par exemple, bon, j'imagine que ça va être difficile à réaliser, mais je ne suis pas, je suis pas réalisateur, je suis pas post-producteur. Mais la 3D n'était pas très bien gérée. Il y avait quelques effets de 3D avec les flèches de Legolas. Ça, d'accord. On voyait bien la flèche qui arrivait à la gueule là. Et... Voilà, mais pas plus. Honnêtement, pas plus. Ils auraient pu faire beaucoup mieux. Il y a un effet que j'avais trouvé assez marrant, c'est quand t'as Bilbon, il y a une grosse abeille sur la gueule. Là, on voyait l'abeille qui était en 3D. Mais non, dommage. La 3D, si vous pouvez éviter, si vous pouvez aller à une séance en 3D ou à un cinéma qui ne propose pas la 3D, allez-y. Ça vous fera économiser quelques ronds. La doublure. Pardon, le design sonore. Alors, le design sonore. Dans l'ensemble, pas recommencer. Les doublures. La doublure française. Bonne doublure française pour la plupart des personnages du film. Seul problème, je dirais, c'est au niveau de la doublure de Smaug. Dans la version originale, ça laissait vraiment. Oh. Là, pour le coup, je trouve que c'est le même problème que pour les trolls dans la scène du 1. On sent l'acteur qui parle dans le micro. On le sent. Mais il est mieux géré que pour les trolls quand même, parce que les trolls, on sentait la saturation du micro honnêtement. C'est dommage. Mais non, enfin, c'est trop usé. Ils auraient pu mettre des effets, je sais pas, des effets de flangus, ça pour faire une voix assez monotone. Enfin, je sais pas, mais ils auraient pu mieux gérer ça, la doublure de Smaug honnêtement. Alors que dans la version anglaise, je l'ai pas vu en version anglaise malheureusement, mais elle était super bien gérée. Le sound design. Alors là, par contre, parfait. Hein. Il n'y a absolument rien à dire au niveau des effets sonores, tout ça. En fait, en fait, le design sonore se remarque quand il est pourri, quand il est spécial. Je pense notamment à Gravity, où là, il y a un design sonore qui a été construit exprès pour le film. Absolument. J'ai joui à ce film-là. Mais non, pas pour la désolation de Smoke. Enfin, ça m'a pas frappé tant que ça. C'est pas un design dégueulasse. C'est un bon design normal, un bon design.
La musique, elle remplit parfaitement son rôle, elle est là au bon moment, bonne musique, bonne composition, recherche de mélodie. À la fin, quand je suis sorti de la salle, j'étais en train de chantonner la musique des nains du premier. Non, très bonne musique, bonne composition. Je crois que c'est le même compositeur que pour le Seigneur des Anneaux. Je suis pas sûr, mais je crois. Enfin, c'est très probable à mon avis. Non, musique excellemment bien gérée. Là-dessus, rien à dire. Regarde où j'en suis. Alors là, on va arriver dans la partie des spoilers. Donc, je vais mettre un petit timecode ici. Si vous n'avez pas encore vu le film, si vous n'avez pas encore vu le film, arrêtez la vidéo maintenant. Et c'est ce que je vous conseille. Après, si vous voulez tout vous spoiler, c'est maintenant. Donc, on est arrivé au moment des spoilers. Donc, par où commencer? Legolas et Toriel. Bah, ils sont bien. Honnêtement, je pensais que j'allais détester leur apparition. Alors, je précise quand même que je n'ai pas lu le livre, mais je suis au courant qu'ils sont pas dans le récit du bouquin. Je suis pratiquement au courant de tout ce qui se passe dans le livre, mais je l'ai pas lu. Ce qui est con. Je l'accorde. Mais je pensais que j'avais pas trop aimé leur apparition parce que Legolas, c'est carrément du fan service à ce rythme-là. Mais non, curieusement, leurs apparitions sont bien gérées. Toujours la grande. Ah, ça, c'est une des grandes qualités du film, c'est la chorégraphie des elfes au niveau des batailles. Là, ils font des trucs de ouf. Ça c'est resté, ça. Ça, c'est bien, ça, c'est resté. Non, des elfes bien gérés. Toriel, nouveau personnage qui est introduit au Seigneur des Anneaux et au Hobbit. Très très bien géré. Un bon personnage, intéressante, très intéressante. Evangélie remplit parfaitement son rôle, hein, elle a rempli le contrat parfaitement. Intéressante. Bon, il y a vaguement une. Alors, premier spoiler, il y a une histoire d'amour entre elle et l'un des nains de la compagnie dont j'ai complètement oublié le nom. C'est un des seuls nains qui a pas un nom qui commence par B. Parce qu'il y a Bromure, il y a Beaumur. Ne me tuez pas, je me souviens pas du nom des nains. Oui, donc elle tombe amoureuse d'un nain. Le nain tombe amoureux, enfin c'est réciproque, c'est mis en scène d'une façon qui rappelle beaucoup au moment où Arwen va sauver Frodon de la lame de Morgul. Bah, le gars a pris une flèche de Morgul, comme quoi ils font aussi des flèches, et il est en train d'agoniser quoi. Pas autant que Frodon quand même. Frodon il a quand même pris la lame. Là il l'a pris dans le genou la flèche. Et donc elle va aller le sauver. À un moment c'est trop marrant, il a la tête dans les noix, dans plein de noix. Et à un moment elle le sauve et donc là bah, c'est la caricature du coup de foudre. Oui, ça passe franchement, ça passe. Bon, il y en a plein qui cracheront à la gueule de ça. Ils vont non, c'est pas l'esprit du Seigneur des Anneaux. Je les emmerde. Moi honnêtement ça m'a pas dérangé. Alors le nécromancien, alors là énorme spoiler. Bah putain, le nécromancien c'est Sauron. Oui, je peux pas plus vous spoiler. Oui, donc le nécromancien en fait qui s'avère être Sauron lui-même carrément. Au début, le premier film laissait penser que en fait le nécromancien serait un sbire de Sauron et non pas Sauron lui-même qui serait allé ressusciter les Nazgûl, recréer son armée et ramener le Seigneur des Ténèbres plus tard. Bah en fait non, c'est pas un sbire, c'est lui-même, c'est Sauron lui-même. C'est prouvé en fait par une scène où dans la bande-annonce du premier mettait aussi ses plans, mais cette fois-ci ils sont vraiment là. Gandalf se rend à Dol Guldur, la forteresse abandonnée là où Radagast avait vu le nécromancien. Gandalf se rend à Dol Guldur, tombe dans un piège tendu par Azog. D'ailleurs, Azog, je vous en parlerai plus tard. Et en fait, Gandalf tombe dans le piège du nécromancien et se fait balayer par le nécromancien. Pourtant, c'est Gandalf le gris, c'est pas Gandalf le blanc. Il est pas surpuissant à ce moment-là. Je dois quand même rappeler qu'il s'est fait péter la gueule par Saruman, par le Balrog. Voilà, Gandalf le gris n'est pas surpuissant, loin de là. Et donc là, bah, il s'est fait péter la gueule par Sauron. C'est le trio. Et en fait, une scène absolument dantesque où on voit que c'est Sauron. En fait, on voit la figure du nécromancien qui prend la silhouette de Sauron. Et on voit l'œil de Sauron qui. En fait, la silhouette de Sauron vient prendre la place de la rétine. Et en fait, il y a un jeu, la caméra entre dans l'œil. J'étais. Oh, j'étais en train de jouir en cinéma. J'adore Sauron, c'est un de mes personnages préférés en même temps. Pour peu qu'il soit visible. Et voilà. Et absolument hardcore, absolument badass. Mais là, pour le coup, là, j'ai adoré. Azog, oui.
Dans le roman, en fait, Azog est mort au niveau de la bataille de la Moria, évoqué dans le premier, là où Thorin gagne son surnom de écu de chêne. Et c'est son fils qui vient péter la gueule à Azog pardon, à Thorin et, et les nains. Non, Azog est toujours en vie. Le problème d'Azog n'est pas résolu. Mais en fait, Azog, son fils est là et il a sa place en fait. Le fait que ce soit Azog qui soit vivant, ça a sa justification. Azog en fait va prendre les rênes de l'armée de Sauron. Ce sera l'équipe pareil que l'orque dans le troisième volet là, l'orque que le roi sorcier dans la bataille de Minas Tirith lui confie la bataille, mener les troupes au combat. Que fait-on du magicien? Je le briserai. Je m'égare. Euh, c'est pareil, Azog commande les armées de Sauron. Et d'ailleurs, les armées de Sauron, on a le plan dans la bande-annonce, donc là je vous spoil rien. Les armées de Sauron se mettent en marche pour aller à la bataille des 5 armées, qui sera dans le prochain volet. L'anneau. L'anneau de Sauron. Alors, comme le retour de Sauron est maintenant fait, maintenant Sauron de retour, faut le dire, on pourrait penser que Bilbon, quand il mettait l'anneau, c'est dégueulasse ce que je viens de faire, verrait Sauron, il ne le voit pas, mais une propriété de l'anneau est intéressante et bien trouvée, le fait que l'anneau permette d'entendre les créatures parler. À un moment, Bilbon est entouré d'araignées qui foutent en bordel la compagnie de nains, et Bilbon met l'anneau, et il entend les araignées parler dans son langage, et il comprend ce qu'elles disent. Et j'ai trouvé ça intéressant, et extrêmement intéressant. Et, alors au début j'ai cru qu'ils allaient faire la même chose pour Smaug, parce que Bilbon, quand Smaug commence à lui causer, Bilbon a l'anneau, mais après Bilbon enlève l'anneau, et Smaug continue à causer. Donc peut-être que, je sais pas, c'était le dictionnaire pour comprendre Smaug. Non, je sais pas trop. Euh, Aussi, la dépendance de Bilbon commence à se manifester pour l'anneau. Notamment une scène qui passait assez inaperçue, mais j'ai bien aimé la scène. À un moment, Bilbon fait tomber son anneau et le cherche. Il le trouve et il voit une espèce d'araignée, une sorte de, je sais pas, un bêta facehugger qui sort de sous terre. Et Bilbon va la tuer de sang-froid. Un truc tout mignon, hein, qui a rien demandé. Enfin, tout mignon. Non, elle est pas mignon, mais il a rien demandé, la petite araignée. Bilbon va la tuer de sang-froid. Et on va voir que, dans les yeux de Bilbon, on va voir justement que, oh là, j'ai fait un truc terrible. Un autre point important qui est abordé aussi pour Thorin, pardon, excusez-moi. On voit quand même qu'il, à un moment, en fait, on voit une scène où il est en train de menacer Bilbon, en fait. Enfin, c'est pas trop fait comme ça, mais on voit que Thorin il commence un petit peu à sombrer dans la folie. Il me semble que c'est abordé dans le roman, ça. Je suis pas sûr, mais je crois que c'est abordé dans le roman. Et on voit que Thorin commence à sombrer un peu dans la folie qui affectait son grand-père. Voilà. Smaug. Que dire de Smaug? Smaug est très bien. Prouesse technique. D'ailleurs, j'ai trouvé que le design de Smaug faisait un peu écho à Skyrim. Le design de face. Franchement, c'est peut-être débile ce que je dis, mais déjà le fait qu'un des nains se prenne une flèche dans le genou, ça pouvait peut-être. Il y a une pseudo-référence. Le Fossoyeur avait trouvé ça. Une pseudo-référence à Skyrim. Et moi, ce qui m'a frappé à la pseudo-référence, c'est le design du dragon de face. Il ressemble beaucoup à un dragon de Skyrim. Quand vous allez taper un dragon, vous voyez de face, vous le tapez, hein, vous faites Fousroda. Bah, curieusement, j'attendais le Fousroda. Je me disais, Bilbo il a fallu un Fousroda à la gueule du dragon. Enfin, c'était le même dragon. En parlant de dragon d'ailleurs, pour la première fois, j'ai vu un vrai dragon cinématographique. Un vrai, un pur, un dur, là, un vrai dragon. Parce que quand on y repense, franchement, il n'y a pas beaucoup de films qui contiennent des dragons mémorables. Il y a vaguement eu Harry Potter 4 où il y a un dragon qui fait 20 minutes, même pas 10 minutes d'écran. Ouais, pas très intéressant. Bon, il y a Aragorn, mais Aragorn c'est. Non, 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 pas ce film. Même le dragon est mauvais, honnêtement. Là, pour le coup, on a un vrai dragon cinématographique puissant. Il y a un effet super beau. Quand il crache du feu, on voit sa gorge qui commence à. Comme la braise quand vous soufflez dessus. Bah, c'est pareil, sa gorge après. Il lâche la sauce. Non, là pour le coup, le Smaug il est puissant. Il fait flipper. Tu vois, il va me tuer. Il y a. Alors, un peu long, peut-être les scènes dans Erebor. On comprend pas trop où ils veulent en venir. Ils vont le péter à la gueule ou pas, Smaug?
bah il pète pas la gueule. Oui, parce qu'à la fin, Smaug en fait détruit la porte scellée et va en fait s'envoler vers la ville sur l'eau. J'ai pas du tout retenu son nom. Je vous dirai ça plus tard. La ville sur l'eau. Et comme c'est écrit dans le roman, en fait, là, Bard, le personnage de Bard que j'ai pas abordé d'ailleurs, qui est très bien, très bon personnage. Le personnage de Bard, intéressant. Le personnage de Bard va aller péter la gueule à Smaug avec sa flèche, donc c'est pas, c'est écrit comme ça dans le roman aussi, mais c'est introduit aussi dans le film, parce que justement Bard sort une flèche noire, et la seule flèche qui est capable de percer les écailles du dragon, et on voit qu'il lui manque une écaille au niveau de la gorge à Smaug, donc on pense que ça va faire... je suis mort. Bref. Voilà. Ah oui, énorme spoiler, hein. À la fin du Désolation de Smaug, Smaug est en vie, naturellement. Non, c'est pas naturel ça. Honnêtement, je pensais, bah la désolation de Smaug, qu'est-ce que t'imagines? Bah qu'il va se faire péter la gueule. Et pas qu'il va survivre. Mais non, Smaug survit. Bah survit. Smaug est en vie. Et la baston finale arrive pour le prochain volet avec la bataille des 5 armées notamment. Donc, bah justement, mes attentes pour le prochain volet, c'est la bataille des 5 armées. Alors, la bataille des 5 armées, c'est une bataille qui oppose les orques de Sauron, les nains, les elfes, les hommes. Je sais pas ce qu'ils viennent foutre là parce qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans le récit, mais on va dire qu'ils vont se ramener. Et les wargs, je crois, ouais, c'est ça, warg ou gobelins. Je crois que c'est des wargs. Bon, en même temps, c'est pas une armée les wargs. Gobelins, bon, ça rien. Grosse baston qui se prépare donc. Bon, déjà, on a vu les orques de Sauron qui se mettent en marche. Oui, je suis perdu. Oui, donc voilà. La bataille se prépare. J'attends beaucoup ces batailles. J'attends de voir ce qu'ils vont faire. Est-ce qu'ils vont tenter de faire quelque chose de plus épique encore que la bataille de Minas Tirith à la fin du troisième volet? On va bien voir ça. Ils ont un petit peu ce devoir là. Parce que là, ils sont partis sur quelque chose de complètement épique. Donc, ils doivent rester épiques. Donc, ah ouais. La bataille, je l'attends un petit peu. On va voir s'il y aura du pétage de gueule méchant. Et notamment, ce que j'attends beaucoup, c'est la transition entre le Hobbit et le Seigneur des Anneaux. Ça, c'est surtout important dans la mesure en fait où justement le retour de Sauron est explicité maintenant. Là, Sauron est de retour officiellement. Il a pété la gueule à Gandalf. Sauron est là. Comment ils vont négocier ça pour rendre ça cohérent dans le Seigneur des Anneaux? Parce que je vous rappelle qu'au début du Seigneur des Anneaux, Bilbon se promène avec l'anneau, ils sont fous complètement. Alors je sais pas s'il cause à Sauron pendant qu'il est disparu, ce qui m'étonnerait quand même. Mais Sauron n'est pas là. Et Sauron après avoir torturé Gollum, envoie ses cavaliers noirs. Et là, le retour de Sauron est officiel. Quand Alpha arrive et envoie un plan sur le Mordor, les éclairs sont là. Là, pour le coup, Sauron est de retour à nouveau dans la désolation de Smaug. Et tu dis, ouais, mais comment ils vont faire? Est-ce que Sauron va se faire péter la gueule dans la bataille des 5 armées de manière méchante? Il va se casser en mode, oh, je rampe. Il va ramper jusqu'au Mordor et personne ne le verra. Ce qui m'étonnerait. Sauron il passe pas inaperçu quand même. Comment ils vont négocier ça pour éviter d'arriver à la catastrophe scénaristique? C'est bien de construire un préquel au Hobbit, mais si ça fait comme Prometheus, ça va pas être cool. Il faut qu'il y ait un minimum de cohérence dans tout ça, qu'on sente la cohérence. Parce qu'à la fin de Prometheus, se dire l'alien, il y a un xénomorphe qui naît, ok, tout seul sur la planète, donc il sert à rien. Mais bon, je vais pas parler de Prometheus, c'est un film de merde. Bref, comment ils vont négocier ça pour rendre ça cohérent? Parce que justement là ils ont eu l'audace, beaucoup de choses qu'on trouvait pas très normales dans le premier Hobbit ont été super bien explicitées ensuite. Les nécromanciens notamment, le fait que ce soit Azog et pas son fils, ça a été très bien explicité, ça a trouvé sa justification. Mais là, comment ils vont négocier ça? Comment ils vont négocier le tir pour éviter que, pour voir, parce que je sais pas, j'espère qu'ils vont pas nous faire le coup de Gandalf se prend une pierre sur la gueule et devient amnésique. Faut dire, tout le monde le sait que Sauron est de retour maintenant. Il y a plein d'orques partout. Legolas se prend une branlée. J'ai oublié de le préciser. Legolas se prend une branlée de la part d'un orc. Pour la première fois. Donc, bon, voilà. Comment ils vont négocier le pas? C'est ça surtout que j'attends dans le troisième. Bref, pour conclure ce premier vlog, le Hobbit à désolation de Smaug, je l'ai adoré.
Je vous le conseille fortement. Si vous pouvez éviter la 3D, évitez-la. Elle ne sert à rien. Disons-le clairement. Bah voilà. Que dire de plus je vous le conseille. Et puis voilà. J'espère qu'on se retrouvera probablement pour un prochain vlog d'ici je ne sais trop pas combien de temps. Et puis voilà. Prenez soin de vous. Ciao.